La vie tranchée. Chapitre 2, troisième partie. Chaque fois que Louis poussait la porte de la pièce, il éprouvait la même sensation que lorsqu'il était entré pour la première fois. Il se sentait étourdi à la vue de cette grande salle éclairée par une série de lampes suspendues, aux tables alignées les unes à la suite des autres, comme pour un banquet, et qui résonnaient d'une effervescence studieuse et disciplinée. Devant chaque lecteur, des piles de lettres d'une hauteur inégale s'entassaient, et les dos courbés des hommes s'agitaient au rythme des mains qui prenaient une lettre, l'ouvraient, la dépliaient, puis la posaient à droite ou à gauche, selon son contenu, la frappaient du cachet 2 fois, bom, bom, et s'emparaient de la suivante, l'ouvraient, la dépliaient, et ainsi de suite. Chaque fois que Louis traversait la pièce pour gagner le bout de table qui lui était attribué, une sensation de vertige l'accompagnait qui ne se calmait qu'au moment où il prenait connaissance de la première lettre du jour. Mon aimé, je pense à toi et à ma petite Marie tous les jours. Prends bien soin d'elle. Elle est si mignonne et si intelligente. Pauvre chérubin qu'il me faut chérir de loin. Je sais que vous manquez de nourriture, que le peu que l'on trouve est trop cher et que... Allons, je me tais ou je vais prendre un coup de noir et le cafard ici est pire que le pouls. Ne t'inquiète pas pour moi, je ne remonte pas demain en ligne, nous allons vers l'inconnu. Je t'aime. Toutes mes amitiés aux parents et pour toi, mon aimé, tous mes plus ardents baisers et folles caresses. Ton Gaston. Comme toutes ces journées et toutes ces nuits sans toi me semblent vaines et inutiles. Louis mouilla son crayon et recopia sur sa feuille encore vierge à 7 heures l'extrait suivant. Je me tais ou je vais prendre un coup de noir, et le cafard ici est pire que le pouls. Puis il saisit le cachet de la commission, et, après avoir refermé l'enveloppe avec la bande translucide de rigueur, il en apposa le numéro. Côté verso, l'ovale noir portant le numéro 81 et indiquant « Contrôlé par l'autorité militaire » vint s'écraser à cheval sur la bande de fermeture. Côté recto, il tomba à demi sur l'adresse. Bom, bom. Louis plaça la lettre dans le tas des missives qui repartaient dès aujourd'hui vers leur destinataire, et il passa à la suivante. Les feuilles de papier étaient si fines et tant de fois pliées que les plus grandes précautions étaient nécessaires, et les premières semaines, il avait eu toutes les peines du monde à les ouvrir sans les déchirer. Maintenant, Louis était rodé, et plutôt agile de ses mains puisqu'il s'écoulait moins de 3 secondes entre le moment où il prenait l'enveloppe et celui où il entamait la lecture de son contenu. Grâce à cela, entre autres, il dépassait toujours la moyenne de lecture requise, fixée par le grand quartier général des armées à 250 lettres par jour et par lecteur, pour atteindre parfois les 400 lettres quotidiennes. Cher Maurice, rien de nouveau à t'apprendre depuis hier. Il fait toujours un temps effroyable. Nous avons de l'eau et de la boue jusqu'aux genoux, et depuis ce matin, je suis malade avec des coliques qui me tordent le ventre en deux. Je crois que la faute en est au pain et à la viande qui nous arrivent gelés. Même le vin a gelé dans les bidons. Tu n'as qu'à voir. Ce soir, nous marchons vers Carency, et l'on attend dans les jours à venir un sérieux coup de main. Prie que j'ai de la chance d'en revenir. Ton cousin René. Indiscrétion de lieu, nota machinalement Louis en s'emparant de son crayon à Annieline. Il se reprit à temps, se souvenant qu'il avait reçu récemment une note du grand quartier général sur la façon la plus efficace de caviarder un mot dans une lettre. Il attrapa sa toute nouvelle bouteille d'encre noire, y trempa son pinceau jusqu'ici resté propre, et passa une couche sur le mot Carency. Puis, comme l'exigeait désormais le grand chef du bureau des services spéciaux au nom imprononçable, un certain lieutenant-colonel Zopf, il entreprit de passer immédiatement après le crayon à Annieline en égratignant légèrement le papier. Midi arrive. Louis se rend au réfectoire accompagné d'un nouveau lecteur, un jeune curé de 23 ans, l'abbé Clément Jourdain. Le réfectoire avait été installé dans l'habitation la plus proche du canal, une ancienne grange au toit encore vaillant, mais aux ouvertures branlantes. Les 2 hommes s'empressèrent de franchir le pont et poussèrent bientôt la porte qui tenait comme par miracle sur ses gonds.
À l'intérieur, il régnait une chaleur odorante, humaine, comestible, et contrastant avec la solitude glacée des bords de l'eau, un brouhaha terrible remplissait la pièce. Louis quitta l'abbé, en le saluant d'un mouvement de tête, et fendit la foule, son quart et son assiette à la main. Depuis le début de la guerre, il traînait avec lui le même matériel qui lui rappelait le dernier été des moissons, lorsque son père et lui s'arrêtaient à l'ombre d'un arbre pour déjeuner. C'était au mois de juillet, et Louis s'apprêtait à vivre ses premières vacances d'étudiant. Le contact du fer entre ses mains lui redonnait encore aujourd'hui le goût de ces jours simples et heureux. Plus tard, une histoire avait fait qu'il s'était particulièrement attaché à son quart, un vieux machin cabossé de partout, mais qui lui avait sauvé la mise. C'était en mai 1915, le 11 très exactement, un mardi. Le bataillon était en première ligne dans un très sale coin, entre Neuville-Saint-Vaast et Souchet. Son régiment était pris de front par l'artillerie ennemie, et les hommes tombaient comme des mouches. En 2 heures, Louis avait vu mourir 12 de ses camarades. Il avançait, plié en deux par la peur, lorsque son quart, qu'il avait acheté à sa ceinture, était tombé dans la boue. Le quart lui venait de son père. Alors Louis s'était penché pour le ramasser, et à l'instant précis où il se penchait, une balle lui avait soufflé le képi de la tête. Sans la chute de son quart, la balle en question lui transperçait la gorge. « Une cuillerée supplémentaire » demanda le cantinier à l'homme qui précédait Louis. « Oui, merci. » En ce moment, il mangeait mal et peu, car la nourriture était sévèrement rationnée. À l'arrière aussi, d'après ce que lui racontaient ses parents, la situation était difficile. Vie chère, mauvaise récolte, manque de bras, réquisitionne de pain, de paille et de foin. Alors une cuillerée de plus, même si la viande partait en bouillie au fond de la marmite, personne ne la refusait. Pas plus que le verre de pinard qui allégeait la tête et les malheureux 200 grammes de pain quotidien. « Encore une, insista l'homme devant lui. « Donne-moi encore une cuillerée, mon vieux, sois sympa. »« Nib de rab, lui répondit le cantinier. T'as déjà été resservi, dégage de là. Et le sentait au ton monotone des lettres de sa mère, elle le rassurait autant qu'elle le pouvait. Mais Louis se tracassait pour ses parents et pour Jeanne, sa petite sœur si frêle depuis sa naissance. Dans la famille, il ne pouvait compter sur personne pour voler à leur secours, car tous, frères et beaux-frères, étaient partis. Sur les 4 hommes, 2 étaient tombés au front, morts pour de bon, et ceux qui restaient n'étaient pas près de revenir. Il aurait fallu 1 ou 2 ouvriers dans la famille pour rester à l'arrière et rapporter 10 à 15 fois ce que Louis gagnait en tant que soldat. En venant à la commission, sa solde était restée identique à celle de troupier, et encore, une partie était versée systématiquement sur son carnet de pécule. Ce qu'il envoyait à ses parents suffisait à peine. « Une cuillerée supplémentaire » lui demanda le cantinier. « Merci, oui. » D'après ce que disaient certaines lettres, des ouvriers étaient actuellement en grève du côté de Lyon. Ils réclamaient plus d'argent, eux qui se faisaient déjà entre 12 et 15 francs par jour. Parfois, Louis en venait à penser, comme certains qui disaient qu'il n'y avait dans les tranchées que les PCDF, les pauvres couillons du front, comme ils se désignaient eux-mêmes les jours de cafard.